Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoForce pour cette actualité donc un peu spécifique du week-end sur la crise bancaire là, qui se répand aux États-Unis. Donc là, je voulais vraiment faire le point avec vous, les amis, pour qu'on sache un petit peu dans quel monde on se dirige, vers quelle direction on se dirige pour le marché bancaire, les banques, etc. Donc c'est un peu spécifique ce que je fais là ce samedi. D'ailleurs, je vous souhaite au passage un bon petit week-end et j'espère que vous vous reposez bien ce week-end après une dure semaine de travail, de dur labeur. Mais en tout cas, voilà, donc là, c'est vrai qu'au niveau mondial, ça commence un petit peu à sentir quand même assez mauvais au niveau du système bancaire, on le voit bien, puisque là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être de parler également de la First Republic Bank, et donc de faire le point sur cette quatrième faillite bancaire en quelques mois. Et donc, ce qui se passe, c'est que, je vous rappelle, et qu'on a eu là, donc Silicon Valley Bank qui a fait faillite, puis on a eu voilà, on a eu Silvergate également, qui est une petite banque, on n'entend pas trop parler, mais qui est quand même une banque américaine qui a fait faillite, donc qui a compté également dans le lot. Il y a eu la Signature Bank, et maintenant, il y a quelques jours, on a appris, donc au 1er mai, qu'il y a eu la First Republic Bank à son tour, qui était saisie par le FDIC. Donc on va voir que là, enfin, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes les autorités financières au niveau mondial nous disent le système bancaire est solide, etc. Mais plus ils nous le rabâchent, et plus on apprend des mauvaises nouvelles derrière, sur le fond, sur les banques. Donc, quand même, pour en prendre du recul, je dis, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là? Comme d'habitude, hein, mais bon, voilà, on ne fait pas la chanson. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire le point. Je vais parler forcément de la First Republic Bank donc pour expliquer de nouveau un peu les causes qui ont amené à cette chute, à cette faillite bancaire. Je vais faire le point également sur les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau également des grosses banques, du genre JP Morgan, etc., et comment elles en profitent, et qu'est-ce que ça révèle surtout sur la nature du fonctionnement du monde, et surtout au niveau de la centralisation. Là, on va en reparler. Et surtout, j'ai également parlé de l'euro numérique, du dollar numérique, comment ça s'inscrit justement dans cette lignée-là. Et voilà, je ferai une petite conclusion à la fin pour conclure, pour clôturer tout ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de faire le point, de prendre du recul pour savoir dans quelle direction on se dirige aujourd'hui. Voilà, bon, sur ce les amis, moi je vous invite à continuer plus loin et bien sûr à voir mon trailer. Donc, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Donc, la crise bancaire continue vers une crise systémique, là, c'est le point d'interrogation, et surtout vers une crise qui permet peut-être aux autorités financières de faire autre chose derrière. Ça, c'est aussi le point d'interrogation. Une autre question qu'on peut se poser quand on voit enfin, la nature des choses, enfin, l'ampleur qu'elles prennent, et qu'on voit que l'incendie continue de grossir sans qu'il y ait vraiment d'extincteur de lance-incendie dessus, de pompiers, que vous voulez. Donc on peut vraiment se poser des questions sur la nature de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc, le but de cette vidéo, c'est effectivement de voir un peu vraiment si vous voulez, au-delà de l'arbre qui cache la forêt, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça que je vais vraiment faire le point dans un premier temps sur la plus grosse, donc deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis avec la First Republic Bank. Donc, c'est vrai que là, on a appris que la First Republic Bank avait faillite donc, au 1er mai 2023, et il faut savoir qu'elle gérait quand même 212,6 milliards de dollars d'actifs. Donc c'est pas de la gnognotte, c'est quand même, c'est là on est dans une catégorie de banque. Pareil, donc la First Republic Bank faisait partie du top 20 des plus grosses banques aux États-Unis. Mais elle n'était pas encore dans le top 5, top 10, avec les plus grosses banques comme JP Morgan qui gère plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc là, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure, on atteint de plus en plus le haut du panier et ça commence à poser un petit peu souci parce que si on dit toutes les banques centrales, toutes les banques régionales commencent à faire faillite, et bien là, on atteindra l'équivalent de grosses banques comme JP Morgan en termes de cumul d'actifs sous gestion en perte, si je puis dire. Et donc voilà, c'est la First Republic Bank et la deuxième grosse faillite de l'histoire des États-Unis après Washington Mutual qui avait lieu quand même en 2008, pour rappel. Et Washington Mutual gérait à l'époque, en 2008, 307 milliards de dollars d'actifs. Voilà, donc pour dire que là, on est dans une ère en 2023, on a la totale. Et on entendra beaucoup parler dans l'avenir, dans les livres d'histoire et tout. Bon.
Donc, pour vous dire que déjà la plus grosse cause majeure, pour faire le rappel, hein, parce que peut-être je me rappelle, enfin je me répète pour les gens qui voient mes vidéos régulièrement, mais c'est juste pour faire le petit résumé, hein. Désolé si je me répète, mais enfin, c'est important, je pense, de reprendre le contexte et tout ce qui se passe. Donc, au niveau des causes, on sait qu'il y a trois causes. La première cause, c'est la mauvaise gestion des banques en elles-mêmes. C'est-à-dire que, exactement comme 2008, ça c'est fou, hein, on n'apprend jamais des erreurs du passé, c'est que les banques, comme en 2008, ont fini, avec l'air du temps, à prendre de plus en plus de confiance dans leur système, dans leurs compétences, et manque de peau, eh bien, quand on dit prendre trop de confiance, c'est faire un péché de prudence quelque part, hein, par analogie. Et donc, le problème, c'est que là, les banques sont de moins en moins prudentes à ce niveau-là au niveau des États-Unis, et notamment sur les garanties au niveau des dépôts. Et ce qui se passe, c'est que notamment, par exemple, la Silicon Valley Bank et même la First Republic Bank, avec un très mauvais ratio de garantie au niveau des dépôts de leurs clients. Donc, vous savez que quand vous déposez de l'argent en banque, le principe, enfin, on imagine, c'est que notre argent est dans la banque, et puis si faut le retirer quand on veut, et bien normalement on doit pouvoir le retirer. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça, hein, dans la vraie vie. Et d'ailleurs, vous le savez bien, c'est pour ça que vous avez des plafonds sur les cartes bancaires de maximum 500 euros, enfin suivant la politique de votre banque, mais vous ne pouvez jamais retirer l'ensemble de vos fonds comme ça du jour au lendemain dans votre banque. Et elles le savent, elles le font exprès, c'est parce que derrière, elles savent qu'elles, en temps réel, il est impossible pour elles de retirer l'ensemble de leur liquidité déposée par l'ensemble de leurs clients d'un coup, parce qu'elles jouent quelque part, hein, pour le terme, avec toutes ces liquidités-là pour justement accroître leur rendement en investissant sur les marchés boursiers, etc. Et donc ça veut dire que ce qui se passe là déjà avec le problème des banques, c'est qu'elles prennent de plus en plus confiance, elles ont de plus en plus l'aspect du gain de la cupidité, et donc elles cherchent de plus en plus à dégarnir leur liquidité en direct dans leur banque pour les faire jouer sur les marchés boursiers. C'est un peu ça, donc le principe. Et donc résultat, eh bien aujourd'hui on se retrouve avec des banques qui n'ont plus du tout les liquidités pour assurer en fait un retrait massif d'un coup, si je puis dire. Voilà, et c'est ce qui se passe en tout cas aux États-Unis, et on va en reparler bien sûr parce qu'il y a énormément de banques. Ce problème-là ne concerne pas toutes les banques, hein, je vous rassure, mais ça concerne énormément de banques, et on parle même de la moitié des banques aux États-Unis. Alors qu'il y a 5000 banques aux États-Unis, et bien 2000, enfin entre 2000 et 2500 seraient dans cette situation-là. Pour vous dire, là on ne parle pas quand même de petite situation. On va en reparler. Et la deuxième raison, pour continuer dans cette voie-là, c'est également la hausse des taux directeurs des banques centrales. Et vous savez, les banques centrales, avec la crise que nous vivons au niveau de l'inflation, eh bien pour lutter contre l'inflation, elles ont augmenté leur taux directeur au fur et à mesure du temps pour justement contracter quelque part l'économie, empêcher les gens d'être tentés de prendre de plus en plus de crédits pour ensuite injecter dans l'économie en faisant fonctionner quelque part l'industrie, en consommant, en achetant, etc. Et donc en contractant l'économie, elles veulent inviter les gens à faire moins de pression sur les achats et donc privilégier une baisse des prix par rapport à la loi de l'offre et de la demande sur le marché, tout simplement. Et donc, par ce problème-là, c'est que c'est justement une des causes principales qui a provoqué la crise bancaire, cette hausse des taux directeurs, parce que ça a joué sur les obligations long terme, et les banques sont très friandes des obligations de long terme. La définition d'une obligation de long terme, c'est par exemple les banques du Trésor, c'est les titres, si vous voulez, de crédit hypothécaire, qu'on appelle le MBS aux États-Unis, qui est très les banques sont très friandes, c'est-à-dire qu'elles ont titrisé quelque part les crédits immobiliers et elles les mettent en bourse. Et donc, vos crédits immobiliers peuvent très bien se balader, faire le tour du monde, se balader de banque en banque, elles s'achètent les unes après les autres, et vous, ça ne change rien à votre situation, mais votre crédit, lui, il se balade. Et donc, le problème, c'est qu'avec les obligations long terme et donc avec la crise des taux directeurs que nous voyons, c'est que les investisseurs sont de moins en moins intéressés par les anciennes obligations, qui sont moins attractives en termes de rendement, que les nouvelles obligations, parce que les nouvelles obligations sont liées à la nouvelle hausse des taux directeurs. Et donc, eh bien, les rendements sont beaucoup plus intéressants pour les investisseurs avec les nouvelles obligations. Donc, les investisseurs se jettent sur les nouvelles obligations, délaissent les anciennes obligations qui, forcément, perdent de la valeur. Parce que je vous rappelle, c'est des titres quasiment boursiers, des actions, et qui dépendent de la volonté d'achat des traders ou non et de vente. Et donc, comme plus personne ne les achète, ben, elles baissent en valeur forcément. Le problème, c'est que les banques, eh bien, selon les banques
selon leur politique sur les obligations long terme, eh bien, elles étaient plus ou moins exposées sur leur portefeuille sur ces obligations-là. Et notamment, l'exemple criant de la Silicon Valley Bank qui a fait faillite il y a quelques mois, eh bien, c'est qu'elle a été très exposée justement sur les obligations long terme. Et résultat, elle se retrouvait avec un portefeuille d'actifs dans le rouge. Sauf que ce fait-là uniquement ne suffit pas à provoquer la faillite d'une banque parce que, comme je vous le rappelle, c'est un système de trading, quelque part, de portefeuille boursier. Et donc, tant que vous ne vendez pas vos actions, vous n'êtes pas perdant réellement. Vous ne perdez pas, vous voyez votre portefeuille en rouge, ça fait mal tous les matins quand vous vous levez, mais tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas réellement conclu l'affaire. Bon. Le problème, c'est qu'avec cette crise de liquidité, cette crise de mauvaise gestion, quelque part justement dans ce que je vous disais à la première cause, eh bien, les autorités fédérales américaines ont obligé ces banques-là à vendre leurs obligations à long terme pour essayer d'avoir des liquidités suffisantes à l'instant T pour répondre à la demande des clients qui voulaient retirer leur argent de la banque, tout simplement. Voilà. Sauf que en faisant ça, ben, ça a obligé la Silicon Valley Bank, par exemple, à être dans le rouge en vendant à un moment où il ne fallait pas vendre ses actions parce qu'elles étaient dans le rouge. Voilà. Ça, c'était la deuxième cause. Et enfin, la troisième cause, c'est le bank run, c'est-à-dire la panique de la part des investisseurs, des clients, des banques. Donc, ça a commencé avec la Silicon Valley Bank, c'était spécifique que c'est la fintech, donc c'était une banque qui était liée à tous ses clients étaient dans le milieu de la technologie. Or, la technologie, le milieu technologique a pris très cher en 2022, on le sait, et il y a une grosse crise à ce niveau-là. Et donc, ça a entraîné une panique en général de la part des investisseurs de la fintech qui ont voulu récupérer leurs fonds dans la banque de la fintech. Et c'était manque de peau, il y avait une seule banque pour ça, c'était la Silicon Valley Bank. Donc la Silicon Valley Bank s'est retrouvée avec une crise majeure de liquidité, avec à côté le problème des obligations long terme et également le problème de mauvaise gestion et de mauvaise garantie, de ratio de garantie de liquidité sur les dépôts. Résultat, eh bien, s'est retrouvé en faillite comme ça. Sauf que maintenant, pour en revenir à la First Republic Bank, eh bien, tout ça, ça fait effet domino. C'est-à-dire que la panique engendrée au niveau de la Silicon Valley Bank, elle s'est répercutée sur la First Republic Bank, parce que la First Republic Bank n'est pas la banque de la fintech. Donc, elle n'a rien à voir avec ça. Sauf que la First Republic Bank, elle avait le même problème que la Silicon Valley Bank sur deux points, sur les obligations long terme, pareil, et sur la mauvaise gestion. Mais il manquait plus que le bank run, c'est-à-dire un retrait massif, et manque de peau, c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque avec la panique engendrée par la Silicon Valley Bank, eh bien, ça entraîne une boule de neige au niveau panique, et c'est exactement ce que craignaient les autorités, et c'est en train de se passer. Et donc c'est pour ça que depuis, vous avez la First Republic Bank qui a coulé malgré là on va en parler, hein, malgré une aide de 30 milliards de dollars provenant de 11 banques américaines, dont JP Morgan, dont les plus grosses banques. Ça veut dire que malgré le fait que même la Banque centrale américaine ait injecté sur le marché 300 milliards de dollars pour justement essayer de calmer les gens, eh ben, ça n'a pas suffi. Et malgré le fait que les grosses banques comme JP Morgan aient filé précisément à la First Republic Bank 30 milliards, ça n'a pas suffi non plus. On s'est retrouvé dans une situation où les actions en fait bancaires de la First Republic Bank, de la Silicon Valley Bank et tout est en chute libre. La Silicon Valley Bank, on l'a vu, c'est à la zéro. Maintenant, elle est fermée. De toute façon, c'est à zéro. Et puis, il n'y a plus d'actions bancaires, la SVB. Et aujourd'hui, on se retrouve là avec des actions bancaires de la First Republic Bank qui sont également quasiment à moins 100%. Voilà. Et en fait, résultat, le 1er mai 2023, la banque First Republic Bank a été fait face à un déficit de 13,5 milliards de dollars, a été saisie par le FDIC régulateur, exactement en fait le même scénario que la SVB, la Silicon Valley Bank. Quand même, bon, bah, voilà. Et que s'est-il passé par la suite? Et là, on va parler vraiment de la crise systémique bancaire qui est en train de se dérouler et également de ce qui se passe au niveau des grosses banques. Bah, qu'est-ce qu'elles font pour essayer de régler le problème? Eh bien, c'est simple. JP Morgan, par exemple, rachète les banques comme des petits pains. Et donc, on le voit bien. Donc là, j'ai un petit article de euronews.com. États-Unis en faillite, la First Republic Bank rachetée par JP Morgan. Et ce qui est plus fort, c'est que, voilà, on va en parler après, hein, c'est que c'est pas la seule banque qu'elle a racheté, JP Morgan. Et là, on va en parler, vous allez voir, ça va être quand même assez fascinant. Donc maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vers une crise bancaire systémique réelle? Ou alors est-ce que là, c'est quelques banques fragiles
qui vont couler, et puis après, on va encore avoir deux, trois nouvelles, et puis après, basta. C'est ce qu'on va voir. Donc déjà, il faut voir que la Silicon Valley Bank, quand elle a fait faillite, c'est très facile de voir les prochaines banques. Parce que en fait, la prochaine banque qui est sur la liste au niveau des actions bancaires les plus malmenées, c'était justement la First Republic Bank. C'était donc la liste était déjà tracée en fait au niveau de l'ordre chronologique des banques qui feraient faillite dans le futur. Et donc du coup, si on se base sur ce même chiffre, c'est intéressant de voir que là, j'ai fait le même exercice hein, avec d'autres banques. Donc là, j'ai pris la First Republic Bank, regardez, j'ai même mis à jour le graphique, là ça date de quelques jours, mais là je remets à jour le graphique, donc je suis sur googlefinance.com, et là regardez, j'ai la First Republic Bank et je suis sur un an d'intervalle. La First Republic Bank, on est à moins 88%. Mais après, là, j'arrive pas à prendre exactement le... Voilà. Donc, on est peut-être à moins 88%. Elle a fait faillite, hein, officiellement. C'est fini. La SVB, regardez le SVB Group, j'ai pris, là, c'est les actions bancaires de la Silicon Valley Bank, la première banque à avoir fait faillite aux États-Unis, moyenne, enfin, de taille régionale. On est à moins 91%. Donc, on retrouve clairement que là, au niveau des actions bancaires, on a moins 91% et à moins 88% pour deux banques qui ont fait faillite. Donc, c'est quand même un ordre de grandeur, même si je vous rappelle que les actions bancaires ne sont pas assimilable à une faillite réelle ou à une situation réelle d'une banque au niveau de sa trésorerie, ça donne quand même le ton parce que derrière c'est les gens, enfin c'est les traders, c'est les investisseurs, c'est les clients, etc. qui ont investi, qui ont acheté les actions de la banque par exemple. Et donc quelque part c'est des gens qui ont peut-être des informations en interne que nous, les citoyens normaux, on n'a pas forcément. Donc, quand on voit ce genre de massacre à la tronçonneuse là, de moins 90% pour une banque, c'est qu'ils savent clairement que la banque, elle n'est pas du tout en bon état et qu'elle va peut-être faire faillite demain. C'est ça en fait. Donc, les actions bancaires, quand on voit ce genre de choses, ça donne quand même un ordre de grandeur. Et bien là, le prochain ordre de grandeur, regardez, sans surprise, c'est la PacWest Bancorp. Ça, c'est la banque. On entend encore là, en ce moment, la parler. On se demande tous si elle va pas être rachetée déjà. Et comme par hasard, elle a moins 82% sur une année. Donc elle n'est pas encore à moins 88% et à moins 91% comme les banques ont déjà fermé. Mais on va dire qu'elle s'en rapproche quand même très dangereusement. Donc sans surprise, demain on nous annonce que la PacWest Bancorp elle a fait faillite. Bah, c'est pas du tout une surprise clairement, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est dans un système où on est bien dans une crise systémique. Parce que ça se répand. Et quand la Silicon Valley Bank était à moins 90% ou moins 80%, derrière, c'était la First Republic Bank qui était à moins 70%. Et on disait, ben, si ça continue comme ça, ben, ce sera la First Republic Bank qui va couler. Ça n'a pas manqué, ça a été bien un deuxième. Ça a été bien la First Republic Bank qui a fait faillite en deuxième position sur les banques régionales. Voilà, donc là, il y a toutes les chances pour que la troisième banque à faire faillite, ce soit la PacWest Bancorp. Et derrière, et c'est ça qui devient inquiétant, c'est que regardez, on a plein de banques qui sont au même niveau. On a Zions Bank Corporation et la Western Alliance qui sont à moins 57 et moins 65% sur une année. Donc là, qui risque de se passer, c'est que là, on va avoir peut-être une troisième banque, enfin donc cinquième banque qui va faire faillite, notamment la PacWest Bancorp qu'on voit ici avec moins 82% de ses actions. Et derrière, ce qu'on risque, c'est d'avoir un paquet de banques dans le même ordre de grandeur, dans le même état déjà fragilisé par les précédentes faillites, qui favorisent de plus en plus, je vous rappelle, la panique bancaire de la part des investisseurs, au moment où l'État, au lieu de leur dire, bon, voilà les mesures qu'on a prises, il leur dit juste, le système bancaire est solide, pas de problème. Donc je recite les propos de Joe Biden il y a quelques jours. Le système bancaire va bien, dans le meilleur des mondes, etc. Sauf que en parallèle, les banques chutent les unes après les autres. Ça, c'est pas du tout pour rassurer les gens, c'est peut-être pas le bon enfin, c'est peut-être pas les bons propos qu'il faut tenir dans ce genre de crise, apparemment. Enfin, je pense, hein. Voilà, ça paraît assez logique. Donc, on va dire que les gens, dès que plus les autorités disent que tout va bien, et plus les gens sont paniqués. Et donc là, on se retrouve avec un système dangereux, c'est que peut-être qu'on va se retrouver avec des faillites en cascade de plus en plus rapprochées au niveau du temps, et par grade de 2, puis 3, puis 4. Et si je dis ça, c'est que là, je vais revenir à mon article, hein, et si je dis ça, c'est qu'il y a aussi
enfin, un aspect derrière. Si on, ça, c'est un peu, là, on se focalise sur l'arbre qui cache la forêt, enfin, qui cache la forêt, qui cache l'incendie, en fait, la petite flamme qui cache l'incendie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, toutes ces petites banques, moyennes banques qui chutent, eh bien, elles sont rachetées par les grosses banques. Je vous l'ai cité avec JP Morgan, par exemple. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ça date pas d'hier. Notamment en 2008, quand on a eu la Washington Mutual qui a fait faillite, devinez qui a racheté Washington Mutual? JP Morgan. Donc JP Morgan a simplement racheté les deux plus grosses faillites de l'histoire, au niveau des États-Unis, au niveau des banques. C'est quand même assez marrant à voir. Donc ce qui se passe, c'est que, en fait, là, on est en train d'être dans un système où toutes les petites banques vont faire faillite, les moyennes banques vont faire faillite, et elles vont être progressivement rachetées par les grosses banques. Donc l'hypothèse, c'est que soit on se retrouve avec un système hyper centralisé au niveau des banques, soit les grosses banques vont devoir faire face à un tel tsunami de petites banques qui vont faire faillite que ça va submerger complètement le système. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc si on se retrouve avec une centralisation, eh ben, ça voudra dire que la crise bancaire va être résorbée quelque part, et donc il y aura plus de crise de domino, mais le système sera totalement dans les mains des plus grosses banques niveau mondial. Et là, on a un système, on rajoute le contrôle et tout, on va en parler, bien évidemment, c'est pas fini. Et soit, bah, c'est la catastrophe et c'est fini au niveau des banques. Voilà, c'est à peu près c'est soit l'un, soit l'autre en fait. Et donc, pour vous dire que, voilà, là, parce que par exemple là, pour vous dire la deuxième hypothèse pour le tsunami bancaire que même les grosses banques vont peut-être ne pas absorber, c'est que là, JP Morgan a racheté quand même la First Republic Bank pour un montant de 10,6 milliards. C'est-à-dire que c'est pas gratuit, elle a payé quand même. Et en plus, à cela s'ajoute une ardoise quand même de 13,5 milliards de déficit pour la banque en faillite. Donc en plus, il y a les dettes derrière qui, elles, ont été absorbées en grande majorité par les régulateurs américains, justement, qui voulaient favoriser le rachat de cette banque absolument pour éviter la pandémie par une grosse banque. Donc en fait, ça veut dire que derrière, vous avez un système où c'est voulu, c'est-à-dire que le système, le gouvernement, les autorités bancaires veulent désormais que c'est écrit, c'est cousu de fil blanc, hein, que les petites banques, moyennes banques sont fragilisées, soient rachetées absolument par les grosses banques. Voilà. Et elles sont même prêtes à payer les dettes des petites banques pour que les grosses banques achètent les petites banques. Ok. Donc jusque-là, bon, ça paraît plutôt logique, on va dire. Mais tu vois, là, donc, je vous montre les articles hein, au fur et à mesure pour prouver mes propos, hein, bien évidemment. Là, j'ai un article de l'Express.fr. Regardez, en faillite, Washington Mutual se fait racheter par JP Morgan. Et à l'époque, c'était pas du tout le même ordre de grandeur. On était à un montant de transaction de 1,9 milliard de dollars. Là, aujourd'hui, on est à x10. Hein. Vous avez vu, on a 13,10 milliards, 13 milliards. Donc déjà, on voit que la faillite, enfin la crise bancaire de 2008, c'est de la gnognotte, en fait, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en ce moment. Et on s'en rend pas compte, en fait. Voilà. Et je ne parle même pas du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, quand même extrêmement intéressant, c'est que c'est la deuxième plus grosse banque de Suisse qui a été rachetée par la première plus grosse banque de Suisse, UBS. Là aussi, on se peut poser des questions. Donc, j'ai un article de franceinfo.fr, rachat du Crédit Suisse par UBS, derrière le soulagement des milieux financiers, la menace des licenciements plane désormais. Donc ça, c'est un autre sujet, mais là aussi, et elle a été rachetée pour 3 milliards de francs, apparemment. Bon. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que là aussi, regardez, les actions de JP Morgan, depuis le rachat de la First Republic Bank, elles ont pris 2,5%. C'est-à-dire que JP Morgan se porte mieux qu'avant. Donc on voit bien qu'il y a un vrai décalage entre les grosses banques et les moyennes petites banques qui se font massacrer. Voilà. Donc maintenant, je passe un petit peu à la conclusion et on va essayer de prendre un peu de recul sur tout ça. C'est-à-dire que déjà, euh, pour revenir déjà à la cause primaire, c'est-à-dire que le système actuel dans lequel nous vivons, c'est une mauvaise gestion des dépenses. Première chose, on l'a vu avec la crise des dettes, ça part forcément d'une mauvaise dépense, un mauvais eh bien, gestion des budgets à la base de la part des États, des banques, des gouvernements. Et ça, c'est un niveau privé ou public, je dis bien là. Et donc tout ça, ça conduit à une explosion des dettes pour tout le monde. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, on a les banques, au fur et à mesure, c'est ça, se reposent vraiment sur leur laurier, ont tendance à prendre confiance et à pêcher, enfin, ils sont plus du tout le cas de prudence, on va dire, pour accroître effectivement leur rendement
Et ça a été le cas des banques régionales. Donc là, on voit vraiment le même scénario qui s'est répété dans l'histoire pour toutes les crises, mais même celle de 1929, par exemple. C'est exactement le même problème, c'est que les banques octroyaient trop de crédits sans garantie derrière. 2008, pareil, avec la crise des subprimes, dans un cadre un petit peu différent, et là, 2023, pareil. C'est quand même assez fou. Et donc, aujourd'hui, c'est que là, on a un système qui est surtout criblé de dettes, et donc on voit bien que le système n'arrive pas à se réparer de lui-même, parce que tout le monde doit de l'argent à tout le monde, si je puis dire. Et donc, c'est très facile de basculer dans un déficit au niveau d'un budget pour les banques, parce que tout est sur le fil du rasoir, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que, là, par exemple, la Silicon Valley Bank, qui a surpris tout le monde, c'est pas outre le fait qu'elle ait fait faillite, c'est surtout la manière dont elle a fait faillite. Elle a fait faillite du jour au lendemain, quasiment. C'est-à-dire que la veille, on me disait par exemple, à la Silicon Valley Bank, c'est la meilleure des banques, presque au niveau de la fintech et tout. Les startups s'arrachaient la banque pour absolument être en partenariat avec elle. Boum, la semaine d'après, elle était en faillite et redressée dans tous les sens. Donc là aussi, on me pose une question, c'est que en fait, nous, on ne sait pas ce qui se passe vraiment derrière. Mais tout le système est en train de se collapser, en fait, hein, comme un château de cartes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, le vrai problème qu'on est en train d'observer, c'est aussi une crise de confiance. C'est-à-dire que là, les gens, quand on voit ça, on se pose des questions. On dit, mais comment c'est possible qu'en une semaine, une banque comme ça, elle fasse faillite, qu'on ne sache rien, etc. Et donc, c'est pour ça que là, le vrai problème, il est même plus dans la mauvaise gestion des banques pour la crise bancaire, hein. Je dis bien pour la crise bancaire. Il est dans la crise de confiance des gens. Et c'est pour ça que malgré le fait que les autorités financières, bah, si le système bancaire va bien, qu'ils essayent d'injecter 300 milliards d'un côté, puis 300 milliards de l'autre, et bien tout ça ne suffit pas à rassurer le marché financier comme en 2008. En 2008, ça avait été le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que à cela s'ajoute une crise de confiance de la part des citoyens dans absolument tout ce qui a trait aux autorités. Et donc là, j'ai l'article qui vient appuyer ça, c'est letemps.ch. Pourquoi les banques font face à une crise de confiance majeure? Bah oui, c'est exactement ça. Les gens ne font plus confiance au système. Et donc là, je continue maintenant avec des petits articles continus. C'est que là, par exemple, Capital.fr, États-Unis, Goldman Sachs impliqué dans la faillite de SVB. Une enquête ouverte. Donc là, on entre dans un cadre où c'est ce que je vous disais, c'est que les autorités financières, même ça peut-être que ça les arrange. Enfin, là, je rentre vraiment dans le cadre des hypothèses, hein. Attention, je mets un gros warning là avec attention à son front. C'est hypothèse, je fais mes propres analyses, etc. Donc ça va prendre avec précaution. C'est que les autorités financières, là, ont peut-être tout intérêt à laisser passer la crise bancaire et à faire massacrer toutes les banques régionales, quitte à ce que ce soit un massacre de 2200 banques, hein. Parce que derrière, vous avez vu, les grosses banques, elles ont la possibilité de racheter les banques moyennes. On l'a vu, c'est exactement ce qu'a fait JP Morgan. Et là, par exemple, Goldman Sachs, on voit même qu'il y a une enquête et serait peut-être impliqué dans la faillite de la Silicon Valley Bank, parce que là aussi, Goldman Sachs aurait peut-être voulu racheter la banque, ou du moins, ils ont tout intérêt à faire supprimer les petites banques pour avoir un système centralisé avec des grosses banques et donc plus facilement contrôlable dans les mains des autorités. Et à cela, pourquoi je rajoute enfin, mon petit grain de sel, c'est que j'ai un autre article de latribune.fr, c'est que la guerre en Ukraine accélère le développement du dollar numérique et la régulation des crypto-monnaies. Donc là, on en revient au dollar numérique. Donc en fait, si on se met peut-être dans la tête des autorités financières, le chemin est tout tracé, c'est-à-dire qu'ils suppriment les banques. Je ne dis pas qu'ils ont voulu, enfin, précisément couler les banques en augmentant les budgets, qu'ils savaient qu'ils avaient tout calculé, non. Et qui profitent peut-être de la situation, ou que ça leur vient à l'esprit, ah bah, tant qu'à faire, on profite de la situation, regardez, on supprime toutes les banques intermédiaires, les petites banques, on met que les grosses banques. Si les grosses banques, elles survivent, tant mieux. Si elles survivent pas, c'est pas grave. Nous, on a l'euro numérique, on a le dollar numérique qui arrive. Il n'y aura qu'une seule banque, ce sera la banque centrale, notre banque à nous, en tant qu'affaire, et c'est nous qui aurons la main mise sur tous les paiements, avec la traçabilité, les données numériques, tout ce que vous voulez. L'inflation, ben on s'en fout, puisque l'inflation, de toute façon, c'est lié à la crise sociale. Mais si on arrive à gérer les paiements pour tout le monde, eh bien, il n'y aura plus de crise sociale, parce on contrôlera absolument tout le monde. Voilà, et le raisonnement, il est cousu quelque part de fil blanc. Donc, pourquoi ils ont choisi de privilégier la lutte contre l'inflation et, en augmentant les taux directeurs
encore récemment, hein, il y a Jerome Powell qui a annoncé il y a quelques jours une nouvelle hausse des taux directeurs, alors que c'est précisément ce qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué la crise bancaire. Eh bien, aujourd'hui, quand on suit ce raisonnement-là, tout se tient en fait. Voilà. Après, je ne dis pas que j'ai raison, loin de là. Je ne dis pas que j'ai pas la science infuse, je ne sais pas comment ça marche dans le monde, j'ai pas des sources dans les milieux financiers de ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est quand on prend du recul et qu'on essaye de regarder derrière en arrière-plan, eh bien voilà, on suit quand même une certaine logique qui est toujours dans le contrôle derrière numérique des populations, exactement comme la Chine, par exemple. Parce que au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de crises sociales. On l'a vu là avec les Gilets jaunes en 2018. Et depuis, les mouvements, même les tensions avec les autorités se sont durcies parce que ils savent bien que là, enfin, ils voient bien que le peuple est en train de leur échapper totalement. C'est-à-dire avec l'inflation, avec les crises et tout, et que c'est de plus en plus dur pour eux. Et ils savent que dans le temps, ça va être de plus en plus dur. Parce qu'en plus, on a une chute des monnaies fiat. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la chute des monnaies fiat avec un exemple de la République romaine et tout. Et donc, ils savent qu'on se dirige de plus en plus vers des crises au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, vraiment là, en commentaire, hein, si vous suivez également la logique des choses. Si au contraire j'ai tort, hein, n'hésitez pas à me le dire et à m'expliquer pourquoi. Enfin, je trouve que c'était quand même assez intéressant et je trouve que c'était surtout aussi important de faire le point là aujourd'hui, parce que plus tôt on comprend ce qui se passe, enfin on essaye en tout cas, on essaye de comprendre, et plus tôt on pourra peut-être prendre des mesures. Et moi je pense notamment au Bitcoin, aux mesures décentralisées, forcément, à l'or et à l'argent, enfin tout un système justement pour sortir du cadre déjà de tout ce qui est euro numérique et compagnie, et aussi du cadre des banques, parce que si le but ultime de ces gens-là, c'est de se débarrasser des banques pour mettre leur euro numérique, leur dollar numérique, eh bien, il ne faut surtout pas avoir nos billes dans les banques, par exemple. Voilà. Mais après, attention, je ne suis pas un conseiller financier, je rappelle, titre informatif, et j'appelle surtout pas à retirer votre argent en masse des banques. Non, loin de là. C'est-à-dire, il faut être toujours en parcimonie, parce que, encore une fois, on ne connaît pas la vérité. Voilà. Mais ça mérite vraiment une réflexion approfondie, parce qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'on a un tournant de quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas, mais quand même. Voilà. Bon, sur ce, les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, à faire vraiment un retour cette vidéo, hein, parce que là, je suis très curieux, vraiment, de savoir ce que vous en pensez et tout. Me pose des questions, hein, forcément, hein, comme tout le monde. Et puis voilà, sinon, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, et puis moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour d'autres vidéos. La bise, ciao.